présente la lutte. Je suis la lutte organisée d'après mon équipe de canot. Donc, je ne vais pas seulement me présenter, mais présenter toute l'équipe qui m'a accompagnée parce que c'est eux qui comptent là, quand je pense à mon expédition. Donc, on avait Pat et Gabrielle, père-fille, donc la fourmi heureuse et la tortue serviable. Jean et Claude, j'y vais par tandem. Là. Jean qui était écureuil Wheeling, puis Claude qui était porc-épic Lefto. Moi, j'étais en équipe avec Cougar Flexible, définitivement flexible, qui est Thierry. Et puis, on avait ceux que j'appelle les Dupont, Jean-Seb et Mathieu, qui sont renard habile et cheval relax. Donc, Michel, je te passe la parole. Oui, oui. Moi, bon, merci Geneviève. Ouais, juste compléter ce que Jean-François disait. Si vous voulez éteindre vos micros, s'il vous plaît, Stéphanie. Excusez-moi. Pas de problème. Oui, c'est ça. On a fait nos études en même temps à l'UQAR, moi puis Geneviève, au bac en géographie. Fait que, merci Jean-François, ça nous fait une occasion de se revoir après plusieurs années. Moi, j'ai fait la Rivière-Georges, ça fait déjà longtemps. En me replongeant là-dedans, je me rends compte que ça me vieillit pas mal soudainement. C'était en 2005. Fait que ça fait déjà 16 ans de ça. Puis nous, on était 6, on était 3 canots. Puis on a combiné notre descente de la Georges avec la réalisation d'un documentaire sur les dernières grandes rivières sauvages du Québec. Puis je travaille présentement, en tout cas, à essayer de le rendre accessible sur YouTube. Ça devrait se faire dans les prochains mois, je l'espère. Il y a Linda qui a son micro ouvert, s'il vous plaît. Fait que c'est pas mal ça pour l'introduction. Michel, si tu veux, j'en prends. En fait, on avait pensé d'avoir une conversation, Michel et moi, là, en vous présentant notre expédition. On va se raconter nos expéditions puis montrer des photos comme on le sent. Là. Donc, on a segmenté un peu la rivière en tronçons, l'organisation, le départ, le lac Atikamegan, la rivière du Pas, la Georges, puis l'embouchure, incluant le lac de la Hutte sauvage. Nous, on n'a pas monté un documentaire. Là. En fait, on était une équipe qui ne se connaissait pas. Je ne sais pas si je te l'avais dit, Michel. Nous, on ne se connaissait pas. Il y avait Jean, Thierry et Claude qui se connaissaient. Puis quand ils ont décidé de partir en expé pour la Georges, les 12 personnes qui avaient recruté les ont lâchés. Fait qu'ils se sont retrouvés avec plus d'équipe. Puis on fait un appel à tous. Puis on a été nombreux à lever la main. Ça a créé la belle équipe que je vous ai présentée tout à l'heure. OK, génial. Fait qu'on peut peut-être, disons, commencer par le commencement, c'est-à-dire comment on accède au début de la Rivière-Georges. C'est sûr que sur le site que vous connaissez certainement tous, cartepleinair.org, il y a vraiment... J'ai pas de son partout. Monsieur Roger, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Puis oui, dans le fond, moi, c'est à partir de cette île. On s'est rendu juste... J'entends plus Michel. Oui, Michel. Michel, vous êtes muté. Oui, je suis revenu, je suis démuté. Fait que, bref, accéder à cette île d'une façon ou d'une autre. Puis à partir de là, c'est le train vers Shefferville qui est un bon, si je me rappelle bien, un bon 14 heures de train, mais c'est vraiment juste le train à lui en soi, c'est déjà une expérience assez incroyable de longer la rivière Moisy, traverser la taïga jusqu'à Shefferville. Puis on a été hébergés chez des amis pour une nuit ou deux à Shefferville, mais sinon, il y a des possibilités d'hébergement là-bas. Toi, Geneviève, comment ça s'est passé, te rendre à Shefferville? Oui, je vais vous montrer une photo du train, là, en particulier. Ça montre un peu l'équipe. C'est vrai que c'est long. Puis en fait, ça, c'est le départ. Quand on prépare nos équipements, on prend le train. Et nous, à Shefferville, en fait, là, on a une série de photos attentes de GS. Nous, on est tous montés en train, sauf un. Il y en a un qui est monté en avion. Il a raté son avion.
On a passé une journée à attendre JS dans le terrain de soccer à Shefferville. On a marché Shefferville de long en large. Une journée, c'est amplement suffisant pour visiter Shefferville. Fait on était bien contente qu'il arrive à attraper son avion le lendemain. Puis il a racheté son erreur. Là, je vais vous le raconter tout à l'heure. Fait qu'il y a possibilité d'embarquer les canots sur le train sans problème. Puis même des gens qui vont se faire débarquer au kilomètre XYZ sur la voie ferrée. Mais nous autres, on s'est rendu vraiment jusqu'au village, jusqu'au bout, à Shefferville. Puis de là, ben encore une fois, toutes les informations sont sur le site Carte plein air là, pour le contact, c'est-à-dire ça prend un certain moyen de transport, un certain véhicule qui va transporter jusqu'au lac Atikamegan, qui est le lac vraiment de départ du parcours. Puis, moi, ça fait déjà une quinzaine d'années, fait que je ne sais pas si la personne offre encore le service, mais je sais que ça se fait toujours. C'est possible d'avoir un transport de Shefferville jusqu'au lac Atikamegan. C'est des chemins quand même assez maganés, on peut dire, là. Puis, ça prend quand même un bon bout de temps à se rendre au lac. Je ne me souviens plus, Geneviève, ça t'a pris combien de temps, toi? Une bonne demi-heure. Nous, on est allé avec des Inuits. On estimait à la fin du trajet que ça avait été un peu dispendieux. Mais je pense que ce qu'on avait retenu, c'est à y retourner. On appellerait M. Porlier, là, qui possède le restaurant à Shefferville. Puis M. Porlier connaît tout le monde puis organise tout le monde. Donc, c'est assez fiable comme point de contact. Là. Mais les Inuits nous ont donné un très, très beau service aussi. Il y en avait un qui parlait beaucoup, l'autre ne parlait pas pantoute. C'était des personnes sympathiques. OK. Sinon, nous autres, quand on a fait la rivière en 2005, le niveau d'eau était très haut. Je pense que c'était la même chose pour toi, Geneviève, que tu me disais. Mais ça causait quand même des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a bien des rapides qui étaient juste ennoyés, qui n'étaient plus des rapides, c'était de l'eau vive. Ça faisait en sorte que c'était peut-être un peu plus difficile de lire les cartes parce que la situation, vu que l'eau était très haute, c'était pas la même que les cartes de navigation qu'on avait. Mais au bout de la ligne, je pense que ça a fait en sorte que ça a été plus facile pour nous d'avoir un niveau d'eau très élevé. Je vais repartager mon écran aussi. Là. Le lac, moi, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne épreuve. Là. On avait du vent pas mal. C'est difficile quand même de se protéger. Il faut être stratégique puis aller d'une pointe à l'autre. Et si vous voyez, là, on partage le festin où JS s'est fait pardonner d'avoir manqué son avion en nous amenant du crabe des neiges. Donc, en plein milieu du Québec, on a mangé du crabe des neiges puis on a calé un vignier. C'était super drôle d'activité après parce qu'il faut que tu repartes en canot un petit peu pompette. Mais j'ai ici une photo de type là, de On cale le vignier. Ce qui a été problématique pour nous, là, c'est vraiment le premier dodo. Je ne suis pas sûre que ça, c'est la bonne photo. Ouais, ça, c'est la photo de ce qu'on a trouvé comme refuge. Le premier dodo était impossible. On s'est retrouvé dans une swamp avec 2 pouces d'eau. On se préparait à dormir dans nos canots. Il pleuvait. Donc, on a fini par entrer dans une cabane de Inuits. Puis, on était très heureux de constater qu'il y avait un message d'accueil en rentrant dans la cabane. On a pu faire un feu puis se réchauffer. Puis, on a laissé de l'argent aussi sur place. Là, ça, à prendre en note. Là, gardez de l'argent dans vos poches, même en canot dans le nord du Québec, pour remercier les gens qui nous offrent un refuge. Puis le grand lac de départ qu'on doit traverser, là, qui est sur un autre bassin versant, qui est dans le Labrador, nous, ça a bien été, il faisait beau, il n'y avait pas de vent, mais j'imagine une journée où il y a beaucoup de vent, ça peut être un plan d'eau qui peut être difficile à traverser. Mais sinon, pour nous, ça a bien été cette première journée-là jusqu'à rejoindre là, les petits cours d'eau qui vont mener à la ligne de partage des eaux, qui vont nous permettre d'embarquer sur le bassin versant de la rivière de Pas. Ouais, même chose pour nous, là. Les niveaux d'eau, c'était vraiment une chance parce que ça nous a permis de haler les canaux jusqu'à la limite des hautes eaux. Donc, on n'a pas eu vraiment beaucoup de portage à faire. Mais dans notre seul portage, là, la ligne des hautes eaux, comme tel, on a cassé une pagaie en tombant de dos sur les équipements. Donc, amener toujours 2 pagaies, c'est très important.
Puis rapidement, là, on traverse une bonne série de lacs. Là. Il y a des super cartes aujourd'hui. Là, il y a une carte d'ailleurs, je voyais tantôt, qui est mise à jour de 2021, qui est super complète. Là. C'est génial. Puis après une bonne série de grands plans d'eau, très tranquille au départ, mais la météo, nous autres, la météo, c'était pluvieux, mais c'était pas venteux, heureusement. Puis assez rapidement, on se retrouve vraiment sur une rivière, sur la rivière de Pas. Qui était quand même surprenante dès le départ, là, avec des rapides R2, R3 qui nous ont bien dégourdis. Puis, c'est important de dire là, que moi, à ce moment-là, quand j'ai embarqué sur ce projet-là, j'avais une grosse expérience de plein air, en milieu sauvage, une sorte de camping, une sorte de place en Amérique. Mais j'avais peu d'expérience de canot. J'en avais un petit peu, là, mais sans plus. Puis dans notre gang, la moyenne d'expérience était quand même assez basse. On a compensé en ayant une excellente préparation. On n'a vraiment rien négligé au niveau de la préparation, mais au niveau habileté technique, là, on était dans le moyen bas, je dirais. C'était limite. Mais comme c'est une rivière, je pense que Geneviève pourra en témoigner, là, c'est une rivière qui est quand même assez accessible au niveau habileté technique, puis surtout avec un niveau de rivière qui était haut. Bon, c'est sûr qu'on a eu la frousse quelques fois, mais c'est une rivière qui se manœuvre quand même assez bien. La difficulté, c'est beaucoup relié à l'éloignement. Tu es vraiment loin de tout secours, tout service. Fait qu'il faut être préparé à toute éventualité. Mais au niveau manœuvre, c'est pas une rivière qui demande d'être un expert. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu aurais à dire, Geneviève, là-dessus. Oui, bien, même chose, la DIPA, elle nous a vraiment surpris, là. Moi, personnellement, ça a été un niveau supérieur à ce que je pensais versus la Georges qui était plus facile que je pensais. J'anticipais la Georges comme étant difficile, vraiment un obstacle majeur, mais la DIPA m'a surpris. J'ai préparé une petite vidéo là, sur le premier rapide de la DIPA, puis on s'est vraiment creusé le ciboulot si on la faisait ou pas, puis on est content, vraiment content à la fin de ne pas l'avoir fait. Je vais essayer de partager la vidéo. Si je n'avais pas essayé encore de faire ça. On va essayer ça de même. Puis j'ai essayé de faire un extrait aussi. Oups, c'est photo. Bon, il y a la vidéo. Vous me direz. Bon, là, c'est mon partenaire Thierry, très avancé, le niveau 4. Là, si on veut donner des niveaux 5, là, tant qu'à moi, là, pour moi, Thierry, c'est un dieu de la rivière. C'est pas mon cas. Moi, je suis peut-être niveau 2, 3. Mais j'étais très heureuse de descendre avec lui. Puis Thierry, vous nous expliquez comment prendre ce rapide-là. Puis à la fin, on va voir la décision d'équipe sur si on le fait ou pas. Michel, tu me fais un pouce si on entend bien? C'est quand même saccadé, puis on n'entend pas. Ah, OK. Ben, en gros, Thierry il nous dit il y a un gros portefeuille au bout, puis il y a juste une piscine. Il y a juste une ligne, en fait. Fait que faut que tu fonces à travers les deux gros rouleaux, là, le portefeuille, tu sautes dans la piscine. Fait que là, à la fin, on entend Jean qui dit vu qu'on est loin de notre mère, on le fera pas aujourd'hui. Ça, c'est la DIPA. Faut que tu penses de même, tu es loin de ta mère, là. Fait que j'en montrerai pas nécessairement d'autres vidéos, là, mais j'avais vraiment apprécié cette expérience-là, puis cette gestion-là par nos chefs d'équipe là, de la situation. Je passe la parole, Michel. Oui, il y a peu de portage quand même, là. Puis, tu sais, les rapides sont souvent très longs. Fait qu'on ne peut pas imaginer d'aller faire de la reconnaissance d'un rapide. Là. Ça prendrait une journée ou deux à aller reconnaître un rapide. Là. Donc, on s'y arroche dedans. Mais c'est quand même, ça se manœuvre assez bien. Il faut être très alerte là, parce que plus on avance à la Georges, plus le débit devient incroyable. Puis nous aussi, Geneviève, on l'avait partagé ce rapide-là. Puis, moi, je n'ai pas de photo parce que sur notre gang, on était 6, puis il y en avait un qui n'avait pas d'appareil photo, puis c'était moi. Puis, en tout cas,
comme ça fait un bout de ça, j'ai toujours pas récupéré les photos. J'ai une vidéo, mais là, ça ne fonctionne pas super bien, peu importe. Puis la rivière de Pas fait à peu près 200 km. Je ne sais pas comment ça serait en eau basse, disons, en eau moyenne ou basse, là. On l'a tous les deux connu en eau haute, là, que ça se faisait quand même assez bien. Puis, je voulais te dire aussi que, ben, premièrement, c'est moi c'est moi qui a fait la bouffe, qui a été le cook pour la gang tout le long, puis qui a aussi préparé, déhydrateur, il a fonctionné 24 heures sur 24 pendant une semaine avant qu'on parte. Puis, on a cuisiné sur le feu tout le long. Vraiment, on a allumé les réchauds, je pense, une fois. Fait qu'on a tout le temps moyen de trouver du bois pour cuisiner. Il y a juste vraiment, là, je dirais, dans les 2 dernières ou la dernière journée, que là, il n'y a pratiquement plus d'arbres, là. Il y a des petites branches, là, mais sinon, à part de ça, on cuisinait sur le feu à chaque jour. Voulais-tu dire de quoi sur oui. la Ben, bouffe? je peux bien. Oui, nous, la bouffe, on avait partagé la bouffe également là, par équipe. Puis j'ai adoré la façon qu'on a fonctionné. C'est qu'on était responsable du souper, déjeuner, dîner. Fait que toujours comme une séquence de 3 repas. En étant responsable du souper, tu sors tes ingrédients, tout ton gros kit pour le souper, puis tu hydrates ta nourriture d'expédition du lendemain. En tout cas, il y avait comme une séquence faite qu'on ne fait pas déjeuner, dîner, souper. Fait qu'on fait souper, déjeuner, dîner. C'était vraiment plus facile de gérer la nourriture comme ça. Et puis, on avait aussi 4 équipes avec une alimentation très différente. Une équipe qui avait une alimentation plus hamburger helper, là, ça c'est les Dupont. Moi et Thierry qui était plus ultra épices et légumes. Et puis, Pat et Gabriel, c'est une petite famille. Là, ils avaient leur recette familiale avec des saveurs uniques. Puis Jean et Claude, eux autres aussi, c'était un peu plus québécois, recette sauce à steak déshydratée traditionnelle. C'était vraiment le fun de passer d'une équipe à l'autre parce qu'on changeait de menu, puis on avait toujours un petit fort surprise, tu sais. À la fin du repas, tout le monde avait amené une petite réserve, puis on les a étirées longtemps, nos réserves, là. J'ai adoré la façon qu'on a géré la nourriture. On a engraissé d'ailleurs, juste pour vous informer. On n'a pas perdu de poids. Non, nous autres non plus. Puis on a eu la chance à mi-parcours, on va en parler tantôt du Grand Lac de la Hutte Sauvage, de rencontrer Serge Achini, puis la gang du Mouchoir au Népi, puis qui nous ont donné une fesse de caribou, une patte de caribou. Fait qu'on a eu de la viande en masse pour 3-4 jours. Puis aussi la pêche qui était quand même bonne. C'est sûr qu'on ne va pas sur la George sans canne à pêche, là. C'est surtout de la grise qu'on a pris dans les plans d'eau. De la belle grise, facile à pogner. Facile à manger aussi. Puis sinon, la DEPA comme ça, 200 km rapide à R2, OV vers 1, R2, R3. Peut-être 1, 2 portages. Puis sinon, à un moment donné, la rivière DEPA rejoint la George amont. Puis, les 2 rivières se rencontrent pour former, disons, la vraie George. Puis, tout de suite, on embarque sur le lac de la Hutte Sauvage, qui est un élargissement de la rivière George sur à peu près une centaine de kilomètres, puis qui prend plusieurs jours à franchir. Mais nous, c'est ça, on a passé quelques journées là, à Wedge Point, à Wedge Hills, qui est un secteur qui a été très, très, très riche au niveau archéologique. Les Inuits se rendaient jusque-là, puis il y avait des Naskapis aussi qui utilisaient ce secteur-là, puis probablement des Inuits aussi. Parce qu'il y avait le caribou qui traversait le Grand Lac de la Hutte Sauvage à cet endroit-là. Fait que c'est un endroit très riche au niveau culturel, puis on peut faire des randos extraordinaires dans ce coin-là. On a passé 3-4 jours là, à relaxer à la pointe de Wedge Hills. Nous, on a plutôt relaxé à l'embouchure, à la confluence. Ça, c'est la confluence de Pas puis de la George. On a vraiment passé beaucoup de temps à relaxer là parce que la météo était super. Puis il y avait beaucoup de marques de troupeaux de caribou là, sur le plateau qu'il y avait à cet endroit-là.
Ensuite, je vais passer une couple de photos parce que je me demandais si tu avais vu ça, toi, Michel, avant d'arriver à la Wedge Point. Il y avait aussi des talus là, gigantesques. C'était très, très, très haut. Là. Nous, on a comme une passe de tout nu dans ce coin-là. Là. Ils sont en bas, là, zoomez pas. Là. Mais on a monté ça avant d'arriver au site là, qui est occupé par les amis du Mouchonipi, là, dans le fond, au Mouchonipi. Nous, au Mouchonipi, il n'a pas fait aussi beau que ce qu'on aurait espéré. Là. On l'a ici, le Mouchonipi. Donc, ça, c'est le site traditionnel Innu, Naskapi, Inuit. Là. Puis nous, on a eu quand même une bonne tempête. Là. Vous voyez ici, là, On la voit, la fameuse pointe. Si tu peux revenir d'une ouais. photo, là, Geneviève, on la voit bien, la pointe de Wedge Point, là, qui est une moraine frontale, je pense bien, mais qui permet aux caribous de traverser le lac de la Hutte sauvage parce que cette pointe-là, elle coupe le lac à peu près en deux. Fait que c'est un site super intéressant. Fait qu'on s'est reposé un bon petit bout là. On a croisé un caribou dessus. Au bout, là, j'étais assise sur la dernière roche, je suis en train de jaser avec Claude, là, puis quand on s'est reviré, il y avait un caribou qui s'enlignait. Il a fait le saut, il a sauté dans l'eau, puis il a traversé le lac. Okay. C'était quand même un beau moment. Ouais. Et on aurait deux questions dans le Ouais. chat à côté, dans le groupe de discussion, si vous permettez que je vous les lise à mesure. Il y a Sylvie qui demande si vous avez vu l'Escar et Véronique qui demande à quel moment de l'été est-ce que vous y étiez, vers quelle date à peu près? Oui, ben, pour ce qui est de l'Escar, elle fait probablement référence à ce qu'on voit là, à l'écran en ce moment, là, que bon, je ne saurais dire s'il s'agit d'un Escar ou d'une moraine. Là. Apparemment que c'est plus une moraine. Puis sinon, la période de l'année, ben, nous autres, c'est au mois d'août. Je pense que c'est la meilleure période là, parce qu'apparemment qu'il y a de la neige encore au mois de juin là-bas. Puis la neige recommence pas trop longtemps après. Fait que ouais, c'était pas mal toute la durée du mois d'août. Même chose pour nous, on est parti au mois d'août. Il n'y avait pas de petits fruits dans notre cas. Là. On était plutôt déçus au niveau de la cueillette. Puis les eaux étaient très froides, donc ça a été très, très long avant qu'on attrape du poisson. Là, on a attrapé du poisson. On a eu du brochet, moins enchanté que toi avec tes truites. Là. Donc, on a commencé à attraper du bon poisson, là, du Arctic Sharp, toutes sortes de truites. En fait, une belle panoplie de types de poissons que je ne connaissais pas, là, vraiment à la fin du lac de la Hutte sauvage. OK. Et nous, on l'a fait à la voile aussi, là. Fait qu'on a eu du vent dans le dos tout le long. Puis on a eu des compétitions de qui a le meilleur setup de voile. Mon équipe a perdu, là. Mais je vais vous la montrer quand même, là, un setup de voile à ne pas négliger. D'amener. Maintenant, je me suis acheté un hamac en toile de parachute pour être capable de gagner la prochaine fois que je traverse un lac de 100 km en équipe. Donc, vous voyez ici, c'est mon canot. Là, j'ai l'air d'être en avance, mais ils ont fini par nous clencher avec leur setup, l'équipe de Jean et Claude. Là. L'inconvénient du système de la voile, là, c'est qu'on s'est séparés beaucoup, puis des fois, on s'est posé des questions sur, au niveau de la sécurité. Là, mais en même temps, on avait confiance en les compétences de chacune de nos équipes. Mais on a vraiment couvert large à cause de ce setup-là. Quelque chose d'important à considérer là, pour la George, c'est que, ben, premièrement, c'est quelque chose, c'est une rivière qui se fait entre. Nous autres, on a été partis 28 jours, 4 semaines complètes. Disons que je lisais là, que le plus rapide, ça a été fait disons que ça peut se faire en 19-20 jours. Mais je veux dire, c'est tellement un paysage incroyable pour la randonnée pédestre aussi, puis la pêche, puis l'exploration, puis regarder les aurores boréales, etc. Fait que, puis aussi la météo peut être, ben, la météo est extrêmement changeante, là. Puis il faut prévoir un petit buffer de temps considérant la météo. Fait que moi, je dirais nous autres 28 jours, là, ça a été parfait. Ça nous a laissé là, au total peut-être 4-5 journées à faire autre chose, à relaxer, puis peut-être 20-22 jours de canot. Là.
Ouais, même chose, nous, on a randonné beaucoup, là, quand on arrivait à destination, on lançait quasiment un canot pour aller monter les montagnes, là. Ici, j'ai des photos de la chute Cristal, je pense, je me souviens plus exactement ce que c'est. Je vais essayer de la partager encore. Fait que c'est une des petites randonnées qu'on voit sur la carte puis qu'on a fait. Ici, c'est Claude, notre homme des bois, bûcheron. Puis on a fait aussi les monts Pyramides, là. Je ne sais pas sont où, par exemple. Les monts Pyramides, si vous avez différentes montagnes là, qu'on a montées, mais de vraiment explorer beaucoup, beaucoup, beaucoup le paysage. C'est vraiment un des plaisirs de la rivière. Puis, notre part, à la sortie d'une difficulté qu'on a rencontrée, là, à la sortie vraiment du lac de la Hutte Sauvage, quand le lac se rétrécit, disons, puis que vraiment la rivière reprend son cours, là, juste avant d'arriver à la pourvoirie, voyons, Nordpac Aventure, je ne sais pas trop. Euh, on était dans un très gros train de vagues avec un vent de face, un fort vent de face dans un gros train de vagues. Fait que finalement, on faisait du surplace. Puis on a fait du surplace pendant, je ne sais pas combien de temps, là, mais on était vraiment, vraiment au bord de l'épuisement. Puis on était en plein milieu là, de la rivière. Fait que ça commençait à être stressant de sortir de là. Puis comment est-ce qu'il s'appelle déjà, mais en tout cas, le propriétaire de la pourvoirie Nordpac nous disait qu'il a déjà eu à secourir, aller chercher des gens qui étaient pris dans ce train de vagues-là parce qu'ils n'étaient pas capables d'en sortir, parce que la rivière te pousse dans le dos, puis le vent te pousse d'en face, puis le train de vagues fait que tu n'avances pas. Fait que nous, ça a été un endroit qui nous a causé un petit stress, là, mais on a fini par sortir de là. Hey, mais là, moi, il faut que je renchérisse là, parce que ce site-là, il m'a fait capoter. Là. Nous, là, le gars, il nous a dit qu'il n'avait jamais vu autant de vent quand on est allé là. C'était pas des trains de vagues, c'était des montagnes. Là. Les vagues, là, c'était titanesque. Là. Il fallait planter la rame, là, puis se tirer dessus. Puis là, paf, on tombait sur l'autre. Ça a été là, un épuisement total. Là. L'arrivée dans le lac en bas, là, c'était complètement hallucinant. On a arrêté une journée parce que ça avait été tellement difficile. Là. J'avais mal d'un bras. Après ça, j'ai eu mal d'un bras tout le long. Ça m'a vraiment sollicité énormément, là, les tunnels carpiens. Là. Mm. Et, Ouais, moi, c'est le rapide que j'ai rien vu en descendant. Là. Je ne sais pas, toi, si quand tu me parlais d'un rapide tout blanc, là, moi, c'est le rapide du lac aux Américains, là, qui était tout blanc. Je n'ai rien vu de ce qui se passait. Là. Il y avait tellement de vent d'en face là, que le rapide était comme inversé. Puis on n'était plus capable de lire les roches, puis on a fait touc, 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 touc. On s'est rendu en bas, puis après ça, on a rencontré des montagnes d'eau. C'était quelque chose. Peut-être, on a d'autres petites questions, si vous permettez, qu'on vous les donne à mesure en ligne. Mais juste avant, j'en profiter pour aussi ma propre question à moi. Vous parlez de quel rapide à peu près? Est-ce qu'il y avait un nom? Est-ce qu'il y a un kilomètre? Ou, C'est la décharge du lac. La décharge du Ah, lac. d'accord. Ouais. D'accord, ça marche. Merci. Il y a Agathe qui demande si vous aviez des dry suits pour l'eau froide. Et puis Eric demande quelle était votre moyenne à peu près de kilomètres par jour. C'était quoi votre objectif? Nous autres, on avait des wetsuits, des wetsuits là, à manches courtes, disons. Puis, une affaire qu'on avait, le canot qu'on avait, c'était les Canyon, Esquif Canyon, qui était vraiment excellent pour ce genre de rivière-là. Là. Vraiment, il épouse la forme de ces fameux trains de vagues-là parfaitement. Puis, j'avais bagossé, je faisais de la couture un peu à cette époque-là. J'avais bagossé des genres de pontage, mais qui couvraient seulement le tiers avant du canot, qui couvrait, disons, le nez du canot jusqu'à la première personne, autour de la taille. Mais ça a vraiment fait la job. Là. Ça permettait justement, dans ces trains de vagues-là, de ne pas accumuler de l'eau. Je ne pense pas que des pontages complets soient nécessaires, là, mais nous autres, on avait des pontages du nez du canot, puis ça a vraiment fait la job. Nous, je pense que Gabrielle, elle avait un dry. Il y avait 2-3 personnes avec un dry. Moi, j'ai une salopette dry avec des LIFA. On peut voir aussi Thierry, il est habillé assez léger. Il fait chaud quand même. Là. Il fait chaud, il y a de la mouche.
Je dirais que tu as comme 3 jours de vent, 3 jours de chaleur. Fait que tu ne veux pas trop t'habiller. Là, tu t'habilles juste quand tu as une grosse journée de rapide. Mais nous aussi, au niveau du pontage, on s'est bagossé un pontage et je ne le recommande pas, le nôtre en tout cas, parce qu'il faisait des poches puis il se remplissait à chaque fois qu'on passait dans un train de vague. Ça a été vraiment une épreuve, ce pontage-là. On n'a pas vraiment on n'a pas affiné notre système avant de partir, puis on l'a regretté tout le long. Mais c'était pas nécessaire, c'est pas nécessaire obligé le dry, là. OK, bien merci pour ça. Puis en termes de kilométrage par jour, vous en faisiez combien à peu près? Parce que c'est une rivière qui est à gros débit, hein? Fait que ça va quand même avancer assez rapidement. Ben, de notre côté, je saurais dire, là, mais si on prend 600 km divisé en une vingtaine de jours de canot, ça ferait quoi, une trentaine de kilomètres par jour. C'est pas mal ça. Puis plus on avance sur la George, plus le débit est fort, puis plus ça va vite, là. Ouais, ça va avec la personnalité des gens, là. Moi, je suis vraiment longue distance. Fait que il y a des journées que j'ai poussé l'équipe un peu trop, là. Fait que notre plus grosse journée, c'était 60 km. Ben, moi, je suis une personne de longue distance. Fait que, ils m'ont demandé de me calmer, là. J'ai essayé de me calmer. Ça n'a pas été facile. Mais je pense que 30 km, c'est raisonnable, là, parce que tu veux profiter du paysage. Tu n'es pas là juste pour faire du canot. Tu es là pour avoir une expérience complète, là. Vu que c'était moi qui faisais la bouffe, c'était moi qui faisais arrêter la gang en après-midi parce que je pensais au feu et à tout ce que ça prenait pour faire le souper. Fait que, mais tu sais, moi, je suis plus du genre à prendre ça chill, là. Comme si on n'était pas ensemble, hein? Ouais, c'est ça. Une sportive puis un chill, mais ça prend un peu de tout pour faire un équilibre, hein. Il y a aussi Guy qui demande comment s'appelle la rivière avec les chutes. Et puis, Carl demande après si vous aviez eu certains ravitaillements en cours de route ou vous êtes parti avec toute votre nourriture dès le départ. La rivière avec une chute. C'est où est-ce que Geneviève avait fait une randonnée, je crois, avec son gars des bois. Ben, dans ma tête, c'est Cristal. Ben, je ne suis pas sûre. Il y en a plusieurs, des petites randonnées. Elles sont vraiment sur la carte. Puis c'est de s'assurer de ne pas les manquer parce qu'ils passent vite, hein. Fait que, ouais, cet après-midi, j'ai parcouru les cartes là, récentes là, de 2021, puis je suis pas mal sûr qu'on les voit, ces cascades-là dont tu parles, là, sont bien indiquées sur les cartes. Puis pour l'autonomie, ben nous, on était partis pour 28 jours là, avec toutes. Sauf que lorsqu'on a arrêté à la pouvoirie Northpac, il y avait un voyage qui s'en venait, fait qu'ils nous ont demandé si on voulait avoir du stock. Fait qu'on en a profité pour se gâter un petit peu, mais sinon, on avait tout en autonomie avec nous autres. nous autres, ils nous ont donné de la bière. Mais nous aussi, on est partis en autonomie avec tout. Un baril par personne, essentiellement. OK, un baril par personne, merci pour ça. Les deux autres questions, c'est et les mouches. Comment est-ce que vous avez composé avec ça? Et puis, il y a une autre personne qui demande est-ce que vous avez ramené les canots en avion c'est pas mal la seule façon, je crois, là. Mais comment est-ce que vous les avez rapportés? Ouais, pour les mouches, ben nous autres, c'était pas si pire. C'était pas si pire les mouches. En tout cas, dans mes souvenirs, c'était pas si mal. Ça n'a pas été la catastrophe, là. C'est sûr qu'on avait nos nets, là, mais on s'en est pas servi tant que ça. On s'attendait à quelque chose de pire. On a peut-être été chanceux, là, mais en tout cas, votre gang, ça n'a pas le cas, Geneviève? Ben, j'essaie de trouver des photos. Ça dépend vraiment de ta tolérance, en fait, les mouches. Moi, ça ne me dérange pas trop, là, mais quand j'ai vu mon dos à la fin de l'expé, il était complètement picoté. Fait que ça dépend. Nous autres, on avait Claude là, qui avait pratiquement jamais de net, mais il y avait pas mal de gales, là. Je faisais des pommades là, parce qu'il était vraiment magané de la face. Puis je me souviens, Jean-Seb, il n'aimait vraiment pas les mouches au début, puis il passait beaucoup de temps à les chasser, mais ça ralentit beaucoup le canot quand tu chasses les mouches. Fait que, à un moment donné, il faut que tu fasses avec, là. Il y a de la mouche, puis Ouais. quand ils vendent, il n'y en a pas, puis quand ils ne vendent pas, il y en a. C'est pas mal ça. Puis, ben, par rapport à l'autre question pour ramener les canaux, je pense qu'on va la garder. On va y répondre tantôt. On va essayer de suivre un peu une chronologie dans la rivière, puis on va y répondre, mais qu'on arrive au bout. Puis, sûrement que ça intéresse les gens, mais au niveau
de la difficulté des rapides, là, ben, j'en ai parlé un peu tantôt, mais je disais qu'on ne peut pas prévoir d'aller faire de la reconnaissance de rapides. Les rapides sont trop longs. C'est pas des petits rapides techniques, c'est des gros rapides larges avec une grosse roche ici et là, tu sais. Fait qu'il faut pas foncer dans la roche, là, mais on a le temps. On a le temps en masse de l'éviter. Mais tu sais, c'est ça, c'est des gros rapides, longs et larges, mais manœuvrables. Oui, puis si tu tombes, là, puis ton équipe te ramasse en bas. Là. On a eu 2-3 dessalages, ça a plutôt bien été. Là. Je pense qu'il y a juste 2-3 rapides. Je me dis, une chance qu'on n'a pas descellé là-dedans. Là. Mais de façon générale, la rivière, elle pardonne, mais il ne faut pas que tu ailles au milieu. T'sais, reste sur le bord, puis respecte-la, elle est plus forte que toi. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Là. C'est une rivière majestueuse. Oui, gigantesque. Nous autres, on était 3 canots, puis chacun des canots a dessalé une fois. Fait que ça vous donne un. Puis on est, comme je le disais au départ, on n'était pas des canoteurs avec beaucoup d'expérience. On a appris sur le tas dans l'urgence. Mais on apprend vite. Oui. Puis sinon, ben, après le grand lac de la Hutte sauvage, la rivière est très large. C'est beaucoup de l'eau vive, là, des trains de vagues, comme je disais tantôt, des rapides très longs, mais manœuvrables. Une erreur qu'on a faite, nous autres, je ne saurais pas dire c'était où, mais c'est un problème de communication dans l'équipe qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a un canot qui s'est engagé sur un rapide, alors que les 2 autres canots étaient pas d'accord dans le sens qu'ils étaient rendus tard dans la journée, pas mal tard dans la journée. Fait qu'on aurait dû s'arrêter pour camper, mais il y a un canot qui a décidé d'un peu faire à sa tête, puis de s'engager dans un rapide, un long rapide de 3, 4, 5 km, R2, R3. Fait qu'on a dû se lancer dedans puis le faire. Mais quand on est sorti du rapide, il faisait quasiment noir. Là. Fait que, tu sais, juste pour dire comment que des fois, tu peux te retrouver dans le pétrin, là, à l'autre bout de l'Ongava, dans un rapide à noirceur. Là. Fait que c'était simplement un problème de communication entre les canaux. Fait que ça, c'est quelque chose qui se gère. Là. Mais c'est à faire attention. Nous aussi, avant d'arriver à la chute Hélène, on a eu un problème de communication, mais plutôt avec nos équipes de secours au sud. Nos balises spots ont perdu le contact, puis notre téléphone satellite, je ne sais pas trop. Là, bref, les équipes du sud ont eu peur pour nous. Ils sont tous mis à se téléphoner, les conjoints, les conjointes. Ils ont appelé le camp Nordpac pour savoir où est-ce qu'on était. Fait qu'il y a eu comme une bonne activité de tracking de où est-ce qu'on pouvait être. On a comme disparu de la map pendant 2 jours. Puis on a fini par texter et dire que tout était correct, mais ça a généré un petit stress. Là. Les balises spots, le petit inconvénient, il faut avertir l'équipe. Là, si ça ne communique pas, attendez qu'on vous rappelle. Oui. Sinon, je pense qu'on est pas mal. Nous autres, sur la rivière Georges, il y a quelques pourvoiries. Là. Nous disons à peu près à chaque jour ou à chaque 2 jours, on croisait des camps, un camp. Puis nous autres, on a arrêté de camper là. Souvent, c'était des bons endroits à l'abri du vent, puis dégagés. Mais on n'a pas croisé à peu près personne, à part à Nordpac, là, que c'était le seul endroit qui avait du monde. Puis sinon, camper, on n'a pas eu de difficulté à trouver des beaux endroits où camper. Puis comme je disais, toujours du bois pour faire le feu à proximité. Pareil pour nous. C'était vraiment super. On suivait un gars en solo qui faisait des petites bûchettes, là, toute la même longueur. Là. À chaque fois qu'on tombait sur son site, on était pliés en 2. On se dit, qu'est-ce qu'il fait le soir, ce gars-là? Il coupe des petites bûchettes. On continue-tu avec la chute Hélène? Hein? Oui, on est pas mal rendu là. Oui, hein? Je vais essayer de trouver une photo. Pendant que tu cherches ta photo, la chute Hélène, c'est le plus gros rapide. Là. Imaginez-vous pas d'aller vous tirer en bas de ça. C'est un R6 de 1,5 km qu'il faut portager.
pour le portage, il y a plusieurs sentiers naturels de caribou qu'on emprunte, là. Mais c'est majestueux comme endroit, là. C'est certainement un des beaux endroits du nord du Québec. Ouais. Si vous avez la chute, ça c'est en bas de la chute, ça c'est moi. Le premier feu qu'on a fait était un peu poche, là. On a fini par se faire un four à bois, puis se faire une pizza dans le four à bois. Ça, c'est tout le campement de la chute Hélène. On est resté là 2 jours, nous. La chute Hélène, tu peux voir les sommets monter, là. On a passé des heures à regarder les sommets monter ici, là. Tu descends sur la roche, tu les vois sauter, qui essayent de passer la chute. Ils ratent leur coup pas mal souvent, c'est impressionnant. Fait que, le portage il est long, il est vraiment long. Puis nous autres, c'est la fête d'un de nos collègues, donc on avait encore des vigniers, on a partagé des vigniers. Euh, mais mais c'est le seul gros portage, fait que c'est une rivière qui est plutôt rentable là, au niveau de l'effort. Il y a beaucoup d'ours dans le sentier du portage. Moi, j'ai eu un épisode d'ours où je suis partie me promener toute seule, puis l'ours était entre moi et le campement. Mon équipe a eu la frousse, ils m'ont chicané pas mal. Pour une fille du Nord, je n'étais pas très, très sécuritaire. Mais il n'y a pas eu d'épisode avec l'ours. En fait, il marchait autour de nos tentes, puis il faisait sa trail. Puis on n'a jamais eu aucun problème avec les ours. On en a compté 14 au total dans notre expédition. Ouais, nous aussi, on en a vu plusieurs. À peu près ça, je dirais, entre 10 et 15, mais on n'en a jamais, jamais eu de problème avec les ours, là. Nous autres, on avait traîné une carabine en cas de problème, mais heureusement, on n'a pas eu à s'en servir, là. Il y avait une question sur les coûts de l'expédition. C'est quelque chose qu'on pourra revenir aussi à la fin. Puis sinon, ben, au pied des chutes Hélène, là, il y a une rivière qui se jette dans la George, c'est la rivière Ford. Puis je voyais tantôt qu'il y a la carte de canot de la rivière Ford qui est sur le site carte plein air. Fait que ça doit être une super belle rivière là, qui arrive des monts Torngat qui se jettent dans la rivière Georges au pied de la chute Hélène. Puis nous autres, petits faits cocasses, là, parce qu'on était allés là pour faire un documentaire sur les dernières rivières sauvages du Québec. Puis on était préoccupés disons, qu'ils finissent par avoir un barrage sur cette rivière-là. Puis juste au pied de la chute Hélène, on a trouvé des bornes d'Hydro-Québec, des bornes de relevés d'Hydro-Québec, mais on savait qu'il y avait des relevés qui se faisaient. Puis ben, quelques années après que nous, on l'a fait en canot, puis en tout cas, on a fait notre documentaire là-dessus. Mais finalement, il y a un parc national qui a été créé là, sur la rivière Georges, justement, avec les monts Pyramides et tout ça. Fait que ça a été un peu un baume là, pour dire hurrah, peut-être que cette rivière pourra demeurer sauvage encore longtemps. Fait que, ouais, Chute Hélène, gros highlight de la rivière Georges. Beau portage. On a une question sur les caribous. Moi, j'en ai vu un. Je l'ai dit tantôt. Il n'y en a plus de caribous là-bas. Là. C'est des cycles de vie. Les caribous, nous, quand on est allés, on était dans un creux. Je ne pense pas que ça a recommencé à monter encore, là, le cycle de reproduction. Oui, non, c'est c'est un des 2 plus gros troupeaux de caribous au Québec. Puis c'est un des plus gros au monde aussi. Début des années 90, on comptait presque 1 million de caribous dans le troupeau de la rivière Georges, quelque chose comme 800 000 ou quelque chose comme ça. Quelqu'un écrit que Hydro-Québec a encore des projets pour la Georges. Bon. Puis c'est ça, le troupeau de caribous a vraiment. Ben, il y a un cycle naturel là, au niveau du caribou, mais présentement, on est dans un bas qui se prolonge, donc un bas qui est un peu inquiétant là, à ce que je comprends. Sinon, après la chute Hélène, ben il reste peut-être quelques jours de canot avant de commencer à sentir l'influence des marées. Puis, tu sais, le paysage change beaucoup, là, la végétation diminue beaucoup. On a vu des phoques. On sentait qu'on changeait complètement d'environnement. C'est quelque chose à rajouter, Geneviève, avant qu'on commence à parler de l'influence des marées. Oui, j'attends l'influence des marées parce que c'est vraiment fascinant. Là. Je te laisse raconter ton bout parce qu'il est intéressant, puis j'en rajouterai un peu.
Oui, bien, OK. Disons que les marées de la baie d'Ungava, c'est parmi les plus hautes marées au monde, là, en compétition directe avec la baie de Fundy. On parle des marées à peu près équivalentes, là, je ne sais pas verticalement, mais je pense une bonne cinquantaine de pieds verticales là, de marées. Fait que les marées au niveau de la rivière Georges, ils rentrent dans la rivière sur une cinquantaine de kilomètres. Donc, maintenant, on sent l'influence des marées. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a des rapides qui apparaissent et qui disparaissent à chaque jour. Tu sais. Puis, c'est un peu difficile de suivre les marées parce que les tables de marée ne sont pas, sont pas yables, disons, pour ce secteur-là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que nous autres, on s'est retrouvés dans un. Ben, on savait là, qu'il y avait un pas pire de rapide qui s'en venait. Mais là, la rivière s'élargit, puis n'arrête pas de s'élargir, puis avec les marées qui rentrent, puis en tout cas, ça fait des courants, la rivière qui descend, les marées qui rentrent, les vents, la largeur de la rivière, ça fait un milieu qui est super complexe quand même à naviguer. Puis notre canot, là, moi puis mon partner, la seule fois qu'on a dessalé, c'est là, au début, disons, de la zone d'influence des marées sur une grosse roche pleureuse là, qui nous a pris par surprise. Là. Mais l'eau était vraiment froide, là, rendue là. Heureusement, il y avait un petit camp juste au bord de la rivière, probablement un camp d'Inuit. Puis on est allé allumer le poêle, on s'est séché, puis après ça, il nous restait une journée à faire. Fait que de ton côté, Geneviève, la zone de marée, comment tu as vécu ça? Le foutu rapide, là, qui est un R2, R4, là, dépendant du niveau d'eau que tu as à cause des marées. Ce n'est pas des niveaux d'eau de rivière, c'est des niveaux de marée. Tu ne peux pas vraiment savoir quelle marée tu vas avoir quand tu vas arriver. Là, tu y vas à tâtons. Puis moi, j'ai trouvé vraiment rough parce que, étant donné que j'étudiais en géomorphologie, j'étais assez habile pour lire quand même les roches où c'est qui sont supposées être. Quand tu as autant d'influence des marées, les roches ne sont pas aux bonnes places. Elles sont toutes à l'envers. C'est le bordel bien raide. Fait que c'est pas mal une de ces places où je me suis chicanée avec mon partenaire de canot parce que je n'étais pas capable de lire la rivière. Fait qu'il me donnait des consignes, puis c'était trop là, dans ma tête. Là. On a fait beaucoup de rétro, le temps de manœuvrer, puis c'était pas facile à manœuvrer celui-là. C'en est un là, des rapides critiques de la rivière à surveiller. Oui, ouais, je suis d'accord. La rivière se fait très bien. Ce secteur-là, là, puis c'est après avoir dessalé cette dernière journée-là qui nous est arrivé, disons, l'événement le plus critique de notre voyage. Là. C'est que, disons, je ne sais pas si vous avez regardé un peu une carte là, de la rivière, puis quand la rivière Georges va se jeter dans la baie d'Ungava, ça fait une espèce de baie qui va en s'élargissant de plus en plus. Puis nous, puis le village de Kanjiksualujjuaq, qui est la fin du voyage, il est sur la rive, disons, la rive est. Puis nous autres, on longeait la rive ouest. Puis on se disait, bon, ben, ça donne une idée du plan d'eau. Là. Fait que, c'est ça, on longeait la rive ouest, puis on se dit, on va traverser la rivière bientôt, là, puis après ça, on va longer l'autre rive. Mais c'est une erreur à ne pas répéter là, parce que le courant, les marées qui se retirent, plus le courant de la rivière, fait que tu vas à une vitesse complètement folle. En tout cas, dans notre cas, c'était ça. Puis, fait qu'à un moment donné, on a comme fait ailleurs, il faut qu'on traverse tout de suite parce qu'on ne sera juste plus capable de traverser. Fait qu'on a commencé à traverser, puis là, on s'est fait disons, embrumé. On s'est fait envahir, encerclé par la brume. On ne voyait plus rien à 360 degrés. Puis on était dans de la vague. Là. On avait le sentiment d'être dans la mer. Là. Fait que là, on ne trouvait pas ça drôle pantoute. Là. Notre seul, puis il était à peu près 6 heures du matin parce qu'on essayait de s'arranger avec les marées. Fait que finalement, notre seul point de repère qu'on avait à ce moment-là, c'était le sens des vagues qui arrivaient comme face à nous. Fait qu'on savait qu'il fallait qu'on s'en aille vers la droite. Mais on ne pouvait pas avoir un angle trop fort parce que les vagues étaient très grosses. Fait que ça a été un moment hyper stressant qui a duré peut-être 1 heure jusqu'à temps qu'on voit l'autre rive.
Mais bref, erreur à ne pas faire de longer la rive ouest avant d'arriver à Kanjik-Swalowjuak. Puis aussi, c'est un excellent exemple de dire que c'est pas fini tant que c'est pas fini, parce que nous autres, c'est notre dernière journée. On avait réussi, on avait accompli notre voyage, on était bien heureux de ça. Puis la pire situation qui nous est arrivée, c'était on voyait pratiquement, s'il n'y avait pas eu de brume, on voyait le village, là. Fait que ça a été notre fin. Oui, ben nous aussi, ça a été rock'n'roll la dernière journée. On avait un petit vent de côté, là, que tu passes ton temps à corriger. Puis à un moment donné, Thierry il me dit c'est trop forçant de corriger à ce point-là. Fait qu'on est monté en mode voile, toute la gang. C'était plus facile à corriger avec la pression du vent qui redressait un petit peu le canot. Fait qu'on s'est retrouvés dans la baie d'Ungava. Puis là, tu sais que l'eau est froide, là. Puis tu sais que là, il ne faut pas que tu chavires parce que toi, tu n'en as pas de draille, là. Fait que, tu sais, je disais à mon partenaire de canot, là, hey, une chance que j'ai confiance en toi parce que on y allait, là, le vent, là, mais la voile, là, ça, c'est la voile à Claude, là, parce que c'est pas mes photos, là. La voile était gonflée. On traversait la baie d'Ungava en canot à la voile, là, ça n'a aucun bon sens. Mais c'était la seule façon qu'on peut respecter le temps pour ne pas se faire avoir avec les marées. Fait qu'on dit, bon, on y va de même, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis on le voit, là, le village au fond, là, mais tu ne le vois pas tout de suite, hein. C'est long avant que tu le vois. C'est imposant, c'est magnifique aussi, là. Mais c'est pas fini tant que tu n'es pas arrivé. Je vais vous mettre une photo de l'arrivée, là, juste pour la célébration. L'arrivée ici, là, il y a un petit final là, pour rentrer dans le village. Ici, là, on rentre dans le village, puis là, ben, c'est beaucoup, beaucoup d'enrachement parce qu'à cause des marées, eux veulent protéger leurs infrastructures qui sont sujettes à l'érosion, là. Donc, vous voyez ici, on a eu de l'aide qui sont venus récupérer nos bateaux. C'est Félix qui est venu nous chercher pour nous amener dans le village, dans le chalet de quelqu'un de sa famille. Je ne sais pas comment de temps vous êtes restés, vous autres, au village, là, à Kandjir. Nous, on est restés quand même longtemps parce qu'on est arrivé plus vite que prévu. C'est un petit peu de ma faute, là, je pense. Mais Ouais, on a eu l'opportunité d'aller faire du bateau. On a peut-être couché là 2 nuits maximum, là. Puis, il nous est arrivé une petite anecdote quand même drôle, là, c'est qu'on s'est fait voler. Quand on a campé à Kuujjuaq, on s'est fait voler de l'appareil photo qui était comme dans un vestibule de tente. Fait qu'on on n'était pas content de ça. Fait qu'on est allé, on est allé voir le maire du village. Puis 1 heure après, l'équipement était revenu. Il se doutait c'était qui, j'imagine. Fait que, ouais, c'est ça. On a resté pas très longtemps. Après, on a laissé les canaux là. On pourra parler un peu de comment procéder pour le retour des canaux. Puis après, on a pris l'avion pour Kuujjuaq. Moi, j'avais des contacts un peu là-bas avec les gens de la pourvoirie Safari Nordique. Fait qu'on a été hébergés là. Puis, quand on est arrivé à Kuujjuaq, c'était l'anniversaire de Johnny May. Johnny May, qui est le fameux pilote de brousse du Grand Nord québécois. Puis qui était là, puis c'était son anniversaire, fait que c'était le gros party, puis la grosse bouffe à volonté, fait qu'après un mois de piano, je te dis que les hamburgers, ça rentrait au poste. C'était le fun. Ouais, c'est super. Nous aussi, la fin, l'accueil, les gens qui nous ont accueillis, c'était super. On a fait notre petit tour de bateau. On est allé à la pêche avec Félix Saint-Aubin, qui est inuit là-bas. On est allé fermer son camp, fait qu'on a eu beaucoup d'histoires, puis c'est une expérience très enrichissante, là. Ouais, fait que, ben, je sais pas, on peut peut-être prendre 2-3 questions. J'ai vu qu'il y a des questions qui ont popé. Comment ça a coûté? Moi, ça a coûté 2 000 par personne à peu près, 11 000 pour l'équipe au complet, là, je pense. Avec l'avion, le train, on a tout compté, la location des appareils satellites. Fait que c'était, finalement, on est 8 fois 2 000. Non, 11 000. Ça a coûté moins que 2 000 par personne. Ben, nous, c'est peut-être un peu moins que ça parce qu'on était en 2005. Nous autres, ce qu'on a fait, vu qu'on voulait aller tourner, prendre des images là-bas, puis on ne connaissait rien là-dedans, les caméras, tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va amener un caméraman. Fait qu'on s'est trouvé un caméraman, puis on l'a convaincu de venir avec nous autres, puis on lui a dit, on n'a pas une scène pour te payer, mais on te paye ton voyage. Fait qu'on a payé son voyage, il a trippé bien raide.
Puis, on est allé chercher un paquet de commanditaires. Là. Par exemple, les canaux nous avaient été prêtés par Esquif. On avait le voyage qui ramenait nos canaux avec des gagnés qui a été payé aussi. En tout cas, on a peut-être réussi à couper la moitié de nos dépenses avec diverses formes de commandites. Là. C'était bien. On avait une question aussi pour ramener les canaux. Est-ce que vous les avez fait ramener en avion jusqu'à Shefferville ou jusqu'à Sept-Îles ou jusqu'à Montréal? Comment est-ce que vous avez organisé ça pour le retour? Ben, nous autres, c'est Félix Saint-Aubin qui ramasse tous les canaux de tous les aventuriers présentement. Il pile ça en arrière de sa maison. Puis quand le bateau arrive à la fin de l'année, dégagné ou néas, il embarque tout ça avec son pick-up sur le bateau. Le bateau, moi, je connais des gens qui travaillent sur ces bateaux-là. Là, ils cordent le stock là, comme à l'ancienne. Là, tu rentres un canot là, tu rentres un canot là. Tu sais, c'est toute une gestion pour les gens qui travaillent sur les bateaux. Puis ensuite, ils débarquent ça à Valleyfield ou Montréal. Puis nous autres, on a récupéré notre canot pendant une tempête de neige. Là. Il était bien plein de boîtes et de slotch. Fait que ça prend quand même plusieurs mois avant que tu récupères ton stock, mais c'était bien attaché à l'intérieur. Puis Félix a fait un super bel job là, de s'occuper de notre matériel. Oui, ça a été la même chose pour nous autres. Bon, la famille Saint-Aubin, là, je pense qu'il y a un Claude aussi, puis il y a Jean-Guy. Puis toutes leurs coordonnées là, sont dans les documents qui sont sur le site cartepleinair.org avec leur numéro de téléphone, tout ça. Puis, tu sais, il doit y avoir certainement 5-6 expéditions sur la Rivière-Georges chaque année. Puis, c'est eux là, qui récupèrent les canaux, puis qui prennent soin de ça, puis qui embarquent ça sur le bateau des gagnés qui passe peut-être quelques fois par année. Mais ouais, nous autres aussi, les canaux sont arrivés à Montréal quelques mois plus tard, mais ils étaient en bonne condition. Merci beaucoup pour ça. On a aussi une question de Judith qui demande où est-ce qu'il est possible de voir le documentaire que vous aviez fait? Ben, comme je disais au départ, là, bon, ici. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il puisse se retrouver sur YouTube, là, parce que présentement, ça en prend une copie en 3 dimensions. Mais éventuellement, il sera sur YouTube, puis je pourrais te contacter, Jean-François, pour que tu puisses informer le reste du groupe. Là. J'aimerais bien ça, moi aussi, qu'il soit disponible à tous. Parfait. Merci pour ça. Est-ce que vous avez vu des ours polaires près de l'embouchure? Ben, nous, on n'en a pas vu, mais nous, on a suivi l'expédition Accor, là, je voulais le mentionner un peu plus tôt, qui ont fait la George dans les glaces là, au printemps, mais peut-être un peu trop tôt pour eux. Je sais que l'expédition Accor, eux, ont croisé des ours suite à leur passage à Canjir. Mais nous, on n'en a pas croisé. Par contre, Félix nous a parlé beaucoup d'épisodes d'ours à son camp, entre autres, là, quand on est allé fermer son camp avec lui. Mais c'est pas un souci, là. Pas pour la Rivière-Georges, il n'y a pas tellement de risques. Et puis, juste pour confirmer, si j'ai bien compris, Michel a fait son voyage en 2005 et Geneviève, toi, c'était en 2018? Oui, en 2018, oui. Je me suis inspirée de mon modèle, Michel. J'avais vu son reportage. Ah oui, OK, super. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que vous aimeriez, en attendant, est-ce que le DVD, il peut s'acheter de votre film ou on a quelqu'un qui pose la question si on peut acheter votre DVD, Michel? Ben, je vais devoir me renseigner, c'est-à-dire si il en reste auprès d'un de mes partners d'expédition, là, s'il en reste des copies. Mais s'il en reste des copies puis que je peux en obtenir une gang, ça me ferait plaisir là, d'en vendre quelques-uns. Là. Je ne sais pas si c'est un mot à dire, là, Geneviève, là-dessus, mais on a fait quand même une super belle job, une belle qualité. Là. Ça m'a inspiré à faire la rivière, c'était sûrement un succès. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la faire, il y a Mathieu Bourdon là, qui organise, c'est quoi dans le nom de sa compagnie? Il est sur Facebook, là. Je vais le chercher. Puis Mathieu organise des voyages sur la George. Là, fait que s'il y en a qui veulent y aller de façon plus encadrée, c'est une famille de canoteurs, les Bourdons. Des bons contacts. Bon, merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que des gens voudraient partager, soit dans le fil de discussion ou poser les questions de vive voix? Je pense qu'on est rendu dans la période de questions-réponses.
Alors, merci beaucoup là, à nous inviter, à Geneviève et Michel, pour leur générosité avec tous les détails et tout ça. Alors, soyez bien à l'aise de poser vos questions. Avez-vous déjà descendu la rivière Moisy et comment ça compare-t-elle avec la Georges pour nous aider à comparer? Ouais. Moi, je l'ai faite avec les frères Bourdon, là. D'ailleurs, je mets le contact là, de Mathieu Bourdon dans le fil de discussion. Je pense que j'ai peut-être raté mon coup, en fait. Je vais recommencer. Moi, je l'ai faite la Moisy. Ah non, c'est pas la Moisy que j'ai faite, c'est la Magpie. Mais bref, elles sont toutes différentes. C'est sûr qu'elles sont toutes différentes, les rivières. Mais la Non, Magpie, moi, c'est une j'ai aventure. pas fait la Moisy, mais de ce que j'ai pu entendre là, de gens qui ont fait la Moisy, c'est que la Moisy serait plus difficile là, que la rivière Georges, là. Il y a, Véronique qui demande si on peut voir plus des photos à Geneviève qui sont vraiment belles. Ben là, les tout nus, là, je ne les partagerai pas. Je ne sais pas comment vous voulez que je les partage, en fait. Là, ils ne sont pas tous à moi. Moi, Ben, je suis peut-être la de les personne qui... montrer à l'écran. Je ne sais pas Ah, si ouais, tu oui. veux. Ben oui, je peux toujours faire ça, là. Je voulais vous montrer, d'ailleurs, voyons, les boutons, la photo finale, là, que j'aime beaucoup, là, mes barbus d'amour. Les femmes, on n'a pas ce témoignage-là facial à vous partager, mais j'ai vraiment aimé mon équipe. Donc ça, c'est ici, vous avez le retour en avion. Là, je vais un peu à rebours. Le chalet où on a été hébergé. La peau d'ours de Félix dans sa shed. Du poisson mangé sur la roche. C'est un petit peu raté celui-là. Là. Il a collé pas mal. Mais vous voyez, on avait pas mal de poissons. Là. On a bien mangé. Mais tu sais, si je fais ça, j'en ai pour 45 minutes, 1 heure. Là. Puis ce que je souhaitais faire, c'est pas brûler l'expérience pour ceux qui veulent la vivre non plus. C'est pour ça que j'ai choisi une approche plutôt avec pas trop de photos là, pour vous permettre de le vivre pleinement. Mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que nous autres, dans notre gang, là, au départ, là, quand on organisait le voyage, puis on se renseignait, puis on lisait toutes sortes d'affaires sur la rivière Georges, ben, maintenant, on a commencé à avoir la chienne parce à force de lire des récits, il y a quand même eu couple de décès, des gens qui se sont noyés, différents rapides de la George. Puis là, maintenant, on s'est dit, bof, on va arrêter de lire des récits, là, puis on va y aller un rapide à la fois, puis ça a super bien été. Il faut juste être super bien préparé, puis prendre son temps, puis on va faire face à une rivière qui est gigantesque. C'est assez hallucinant de voir le débit d'eau qui passe là-dedans. Là. Des fois, il y a des rochers gros comme des autobus, là, puis on passe au-dessus de ça, puis ça passe, ça passe comme si rien n'était. C'est super impressionnant. J'aurais peut-être une question, si vous permettez, par rapport à la planification d'urgence ou d'évacuation. Est-ce que vous aviez pris des arrangements avec des pourvoiries ou des navetteurs en cas d'accident pour identifier des points de sortie, là, ce qu'on fait habituellement avec les XP? Ben moi, non, ouais, vas-y, Geneviève. Moi, je donnais de la formation sur la recherche en milieu éloigné. Là. Fait que j'avais déjà tous mes cours de formation de soins en mesure d'urgence. On avait des gens très qualifiés en canot. On a fait on était obligés là, par le parc là, des Monts Pyramides de remplir toutes sortes de démarches de mesures d'urgence. On avait nos contacts à la maison qui nous suivaient tous les jours, téléphone satellite. On était équipés, puis le Nord, c'est pas si vaste que ça. Il y a du monde partout. Fait que s'il se passe de quoi, ils vont venir te chercher. Puis on avait tous notre air médic aussi. Très important. Ah ouais, nous aussi, on avait ça, le truc aéromédic. On avait un téléphone satellite avec nous autres. On était en contact avec Serge Achini, là, de Achini Aventure. Ça, ici, c'est le paysage à partir des Monts Pyramides. Là. Super bel endroit. Puis on était 2 dans la gang qui avaient suivi la formation Sirius là, de secourisme avancé en région isolée. Mais c'est dur, on ne peut pas prévoir des points de sortie en tant que tel. Là. Mais c'est sûr que ça ne serait pas une mauvaise idée de contacter différents pourvoyeurs
dont Norpac, qui est au pied du lac de la Hutte-Sauvage. Mais il n'y en a pas des tonnes, là. Il y en a 3-4. C'est ça. Puis je pense que maintenant que tu le mentionnes, Michel, je pense que Air Médic a le forfait pour le nord du Québec, qui est un forfait qui est distinct. Alors, c'est probablement celui-là que vous aviez pris. Et puis, OK, fait que c'est un bon conseil. Merci pour ça. Je me demandais aussi en termes de coup de cœur en randonnée, Geneviève a mentionné que vous en avez fait plusieurs. Euh, Est-ce que vous avez eu des coups de cœur en particulier, là, comme randonnée vraiment d'en haut et ça, on avait vraiment aimé? Ben, il faut que je retourne au Mont Pyramide, là. C'est sûr qu'ils sont où, donc, ces photos-là? Là? Je vais me perdre. Les Monts Oui, mais tout Pyramides, le secteur de la pointe de Wedge Hills, là, au Grand Lac de la Hutte-Sauvage, qu'il y a des super randonnées à faire dans ce coin-là. Il y a les monts Pyramides qui sont super accessibles pour la randonnée. Puis d'ailleurs, ce qu'on voit là, c'est la vue en haut des monts Pyramides. C'est génial. Puis sinon, nous autres, un coup de cœur, disons, un secret. C'est plus un secret, là. Mais juste après la pourvoirie Norpac, lorsqu'on reprend la rivière Georges, il y a une rivière qui se jette dans la Georges. Pas très grosse rivière, c'est la rivière Falcoz, Falcoz. Puis on s'était fait dire d'aller là, sans nous dire pourquoi il fallait aller là. Fait qu'on a remonté un petit peu la rivière Falcoz, juste pour le fun. Puis là, maintenant, on a compris c'est pourquoi il fallait aller là. C'est parce que l'eau de la rivière est complètement 100% translucide. On voyait tout le fond de la rivière comme si, tu sais, ça pogne tu pognes le vertige, là, tellement qu'on voyait partout le fond de la rivière, quasiment comme s'il n'y avait pas d'eau, là. C'était complètement spectaculaire. Fait que ça, c'était la rivière Falcoz, un peu après Norpac. Puis sinon, au pied des chutes Hélène, belle rando à faire là aussi. Puis nous, il y a les escars, là, qu'est-ce que je vous montrais tantôt, là, où il a fait vraiment chaud, puis on courait dans le sable. Là, on s'est vraiment amusé. C'était pas sur la carte, là, on n'avait aucune idée que ça existait, cette affaire-là. On avait fait nos devoirs aussi, là, puis on avait bien rigolé à cet endroit-là, juste avant le Mouchonipi, là. Y a-t-il d'autres questions? Je me demandais. Je ne vois pas, là, je suis en train de montrer. Oui, on a d'autres questions qui demandent est-ce qu'il y a eu des bris d'équipement? Comment les avez-vous réparés? Vous deviez avoir des petits kits en réparation? Ben, nous, on a eu des bris de personnes, là. En fait, il y a eu des épisodes d'ongles, des gens qui ont eu des infections assez importantes là, aux ongles de main et de pied, là. Fait que ça, je me débrouillais assez bien pour désinfecter, là. On va percer le lacet, puis on va sortir la petite aiguille, puis on chauffe l'aiguille, puis go. Fait qu'on a eu quand même des gestions d'ongles importantes, des ongles incarnés. Tu sais, tes mains sont mouillées, ton corps est mouillé, il y a des risques à ça, là, de blessures. Il faut les gérer comme il faut. Une autre question de Claude par rapport au pontage, les couvre-canaux, là. Claude se demandait si quelle compagnie vous aviez utilisé. Geneviève, tu as mentionné que tu avais fait un couvre-canaux maison que tu avais plus ou moins aimé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des compagnies en particulier ou est-ce que vous avez un souvenir de ça? Ben, je sais que Jean il avait fait faire son pontage par une compagnie, je ne sais pas laquelle, mais il était un peu serré, son truc. Il y en a jamais de parfait. Mais assurez-vous que ça soit bien serré quand même, là, puis capable de sortir de là aussi si vous décelez. C'est vraiment ça à retenir. Moi, j'aime bien le concept de Michel, là, juste le devant. Pour la majorité des rapides, c'est suffisant. Ouais, moi, j'avais fait ça avec une toile, là, un nylon assez épais, assez rigide. Puis, j'avais fait un genre de petit déflecteur en plastique, là. Puis, ça marchait. Fait que, on était bien contents d'avoir ça. Puis, pour la George, c'était suffisant. Il y a des rivières qui exigent d'avoir un pontage complet, mais la George, pas nécessairement. Quelqu'un qui demandait quel canot on avait, là.
Nous autres, c'était des esquifs Canyon. Je ne sais pas, vous autres, Geneviève, ça devait être Nous autres, on avait un varié. prospecteur 17 pieds. Là. C'est Terry et moi qui avait le plus de chargement. On avait le plus gros canot. Les autres avaient des canyons. Puis moi, je les traitais de petits canards. Là, parce que ça rebondit plus dans les vagues, là, les canyons. Tandis que nous autres, on fonçait dedans. Mais à refaire, je prendrais le canyon parce que j'ai gardé des blessures au tunnel carpien à tirer un canot qui est trop gros pour moi. Là. Fait que les petites personnes, pensez-y, là, on porte ça longtemps, des blessures de canot. Ah oui, hein, tu penses que c'est un bon conseil. Merci beaucoup. C'est partagé avec Geneviève. d'autres femmes de canot. Là. On a toutes. Moi, je ne sais pas encore d'injection, mais la plupart de mes copines de canot là, qui font du R4, ils ont des injections passé un certain âge. Nous autres, on n'a pas eu de bris. À la question sur les bris, là, nous autres, on n'a pas eu de bris. Juste au niveau de la bouffe, là, on avait un lot de saucissons à un moment donné qui a moisi. Parce que veux pas, on est tout le temps dans l'humidité, là, mais pas de bris. Ça, c'est des petites loutres. Je ne sais pas si vous voyez les petites loutres, les petites hermines. Ça. On a trouvé une petite famille de petites loutres. Là. J'ai trippé pas mal, d'où mon surnom. Les photos sont magnifiques. Là. Tu peux nous en montrer autant que tu veux. Là. Je pense qu'on va en manger. Là, je remonte là, la ligne des eaux. Là. On approche du bassin versant. Là. Le portage. Je pourrais peut-être essayer de partager mon petit bout de vidéo. Ça va probablement être saccadé, mais ça va quand même vous permettre de voir des images dans les rapides. Ouais, c'est bon. Je vais essayer. On va voir si ça marche. Puis dans les rapides, dans l'encouragement mutuel, j'ai trouvé ça très beau dans notre équipe. Nous, là, après un rapide, on se tape sa caboche, on se tape nos pagaies. C'est le fun là, de s'encourager et d'être positif dans la descente. Très important. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je ne garantis rien. C'est Jean-Philippe? On voit quand même une belle image, Michel. C'est en saccadé, on n'a pas le son, mais les images sont quand même belles. C'est vraiment un débit rapide, hein? C'est du gros jus, là. Puis vous mentionnez aussi que c'est un débit à gros volume sur des longues distances. Hein? Oui, il n'y a pas de pause. Et Geneviève, tu mentionnais que les mouches, on peut apprendre à vivre avec ça. Là, ça ne prend pas nécessairement un petit bonnet en moustiquaire à plein temps. Là, ça prend ton bonnet, là, c'est clair, là, pour avoir une petite pause de harcèlement de mouches, là, mais c'est que tu n'as comme pas le choix d'apprendre à vivre avec, sinon tu n'avances pas. Là. Surtout quand tu es en équipe, là, puis que tu en as, ça roule, là, on pagaille sans arrêt. Si tu t'arrêtes pour te taper les mouches puis réajuster toutes tes patentes, tu te retrouves pas mal loin en arrière, là, c'est moins motivant. Je l'ai vu dans plusieurs rivières, là. Il faut que Ça a marché, la vidéo? Oui, c'était super beau. Vraiment, là. Ah oui, c'était vraiment beau, Michel. Merci. Yes. Okay. Et puis, Michel, pour les mouches, pour votre année, à toi, là aussi, est-ce que c'était comme Geneviève, qu'on peut apprendre à vivre avec ça, là, avec un casque en moustiquaire, là, puis et du dépoudre ou quelque chose comme ça? Oui, nous autres, c'était vraiment pas si pire, les mouches, là. C'est sûr que j'ai souvent une bonne tolérance aux mouches, là, mais disons que c'était pas mal moins pire qu'on s'imaginait. Puis on a été chanceux au niveau de la météo. Là. Il a mouillé extrêmement beaucoup, genre la semaine avant qu'on y aille. Puis il y avait un groupe qui était une semaine ou deux avant nous autres, eux autres qui ont été dans la flotte de A à Z. Ah. Mais nous autres, ça a été quand même bien au niveau de la météo, mais souvent, tu mets ta tuque, ton manteau, puis 5 minutes après, tu enlèves tout ça, tu es en t-shirt, puis tu mets tes